Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laurence Brettstern. Bienvenue Laurence, merci. Merci Faustine. Je suis trop contente de t'avoir dans le podcast. Alors Laurence, on se connaît, je vais l'expliquer après, mais juste une petite intro quand même pour que tout le monde découvre ton parcours. Donc toi, tu es clairement une pionnière de la French Tech, avec plus de 25 ans d'expérience quand même dans le monde de la tech. De LinkedIn à Pipedrive, de AOL à Orange. Tu as marqué clairement de ton empreinte des grandes entreprises tech. J'ai d'ailleurs eu la chance de t'avoir comme investisseur et membre de mon board quand je dirigeais la start-up CoCoWorker. Et tu as été, clairement, moi je peux le dire, une aide cruciale et un soutien sans faille. Tu es aussi pour moi vraiment un rôle modèle. Enfin, tu es une des personnes que j'admire le plus. Donc voilà, ça c'est pour te faire rougir. Et aussi, donc, pour revenir à ton parcours, en 2020, tu décides de tout plaquer, entre guillemets, de tout changer. Tu quittes Londres pour Chamonix, où tu combines maintenant ta passion pour la montagne avec ton expertise du leadership, en rejoignant Mountain Pass, qui est un peu une école de management en altitude. Et j'ai aussi la chance de travailler avec toi, donc chez Humanside, via l'offre Culture, parce que c'est vraiment une expertise que tu as développée avec toutes tes expériences, où on développe l'offre Culture Sprint, qui permet vraiment de opérationnaliser, on va dire, les valeurs d'entreprise, notamment quand elles sont en pleine croissance. Après cette introduction, voilà, est-ce que tu accepterais du coup de nous raconter un peu ton parcours, comment tu es arrivé dans la tech déjà, parce que je pense que c'était quand même pas hyper connu à l'époque, et qu'est-ce qui t'a fait choisir, faire ces petits sauts de vie et finir à la montagne chez Mountain Pass. Ouais, ça va prendre 10 épisodes. Ouais, je sais. Alors, c'est vrai que j'étais pas du tout destinée à atterrir dans la tech, puisque j'ai fait des études de finance et de fiscalité. À l'issue de alors je crois que c'était de mon master, je devais faire un stage et je suis partie faire un stage dans une banque privée que je vais citer. C'était la financière de Rothschild et ça ne m'a pas du tout plu. J'ai pas aimé l'atmosphère, j'ai pas aimé le travail, j'ai pas vraiment aimé l'équipe avec laquelle je travaillais. C'est pas que ça se soit mal passé avec eux, mais il y avait pas une très bonne ambiance. Et ça m'a beaucoup refroidi et ça m'a amené à me poser des questions sur ce que je voulais faire. Et j'ai un papa qui était ingénieur, qui a fait toute sa carrière chez IBM et qui nous a toujours pas mal sensibilisés en fait, à la technique. Il nous racontait ses histoires d'IBM et c'était assez marrant. Et ça m'a un petit peu... En fait, je crois qu'il secrètement, il rêvait aussi que je devienne ingénieur, mais bon, je n'étais pas assez scientifique. Et donc, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Et j'ai commencé à regarder, en fait, un petit peu regarder quelles étaient les possibilités de troisième cycle. J'étais à Dauphine à l'époque. Et il y avait un troisième cycle qui s'appelait Gestion des télécoms, des médias. Et ça devait être même du Minitel ou un truc comme ça à l'époque. Et je me suis dit, tiens, ça c'est assez sympa parce que ça me permettrait de toujours faire du business, de mettre en application quand même un peu de finance, un peu de marketing, mais dans un secteur d'innovation. Et donc, j'ai suivi ce DESS. Et là encore, il fallait faire un stage. Et j'ai atterri chez France Télécom, au centre de recherche, où je faisais des analyses financières. Donc, je restais quand même dans ma ligne de nage. Mais voilà, je faisais des analyses de rentabilité de projets de recherche. Je travaillais sur les câbles sous-marins, sur les débuts en fait, du GSM. J'ai même travaillé sur un projet qui parlera aux plus anciens, qui s'appelait le Bebop. J'en ai entendu parler, mais... Oui, c'était censé remplacer les cabines téléphoniques. C'était très ambitieux comme innovation. Et ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Je baignais vraiment au cœur de l'innovation. À l'époque, le centre de recherche de France Télécom, il était à Issy-les-Moulineaux. Et c'était les démarrages de la fibre optique. Une anecdote assez amusante, j'ai même dû faire un stage dans le centre de construction des lignes. Donc j'étais en bleu de travail et à l'époque, j'étais enceinte.
Donc j'avais un gros ventre sous ma combinaison et on partait dans les sous-sols en fait faire des épissures. Et alors un autre truc qui va te faire marrer, c'est que ce stage, je l'ai fait avec la personne qui partageait mon bureau, et cette personne, c'était Delphine Ernotte. Ah bon? C'est marrant. Oui, parce qu'en fait, j'ai démarré en même temps qu'elle. Donc on partageait le même bureau et on a fait ce stage ensemble. Donc voilà, j'allais dans les souterrains de Paris. C'est d'ailleurs assez extraordinaire. Il y a des anciens commutateurs, notamment sur Raspail. C'est des galeries qui font des dizaines de mètres de haut. C'est magnifique. Ça, on peut pas visiter, j'imagine. Je pense que non. Je pense que c'est un peu difficile. Et en fait, j'avais une bonne excuse pour ne pas prendre de petits blancs à 7 heures avec les autres ouvriers. Ah ouais, quand même. C'est comme j'étais enceinte, je leur disais que je buvais pas, mais bon, c'était une expérience assez amusante. C'est notre époque, oui. Voilà. Et donc ça m'a permis de mettre un pied dans la technologie. Et la machine s'est emballée, et ça m'a beaucoup plu. Et encore une fois, j'ai eu la chance d'être au démarrage du mobile, du GSM, puis de l'Internet. J'ai eu une des premières connexions Internet en France. Il y avait même des amis qui venaient au bureau pour voir à quoi ça ressemblait. Et je me souviens aussi d'être allée voir avec mon chef de service. J'étais beaucoup trop jeune pour y aller de moi-même. Mais on est allé voir le directeur général de France Télécom pour lui parler de ce projet d'Internet qui commençait à prendre un petit peu d'ampleur aux États-Unis, et il nous avait même pas reçus dans son bureau. Il nous avait dit non, écoutez, c'est pas l'avenir. Voilà, on a le Minitel, ça marche super bien. On a des services en ligne avec le Minitel, enfin de la télématique, et j'ai pas peur de l'internet. Donc voilà. Mais c'est trop frustrant. Enfin, toi, quand tu entends ça, tu fais quoi Alors moi, j'avais 25 ans ou un peu plus. J'étais assez soumise. Non, je me doutais bien que c'était un peu bizarre, mais en fait, c'était une grosse machine. Donc voilà. Je pense que mon boss était beaucoup plus frustré que moi. Et voilà. Et ça a duré un certain nombre d'années. Et puis en 96, mon mari a été muté aux États-Unis. Et donc je l'ai suivi. Et là encore, en fait, j'ai eu l'opportunité de rester chez France Télécom. J'ai rejoint l'équipe de France Télécom North America, qui était basée à New York, et qui faisait du business développement, et qui gérait aussi une joint venture avec un opérateur américain et Deutsche Telekom. C'est trop chouette, ça, en tout cas, de pouvoir rester et d'avoir l'opportunité aussi de faire un autre métier, parce que c'était génial. C'était génial parce qu'en plus, j'ai eu la chance de rencontrer des gens assez extraordinaires. Donc Marie-Monique Steckel, qui dirigeait France Télécom à l'époque, et maintenant qui dirige l'Alliance française. Et j'avais une boss qui est prof à HEC d'ailleurs maintenant, qui s'appelait Hélène Musicas, qui était extra. Et comme on faisait du business développement, il fallait qu'on se renseigne sur les marchés. Donc on voyageait beaucoup. On allait voir. En fait, ça a été mes premiers voyages dans la Silicon Valley. C'était les tout débuts de la Silicon Valley. C'était les opérateurs en fait de broadband, donc les débuts de la DSL. Et puis on voyait toute l'innovation. Je me souviens que j'envoyais des mémos à France Télécom en disant mais c'est incroyable, AOL ils ont déjà 1 million d'abonnés. Et là, il y a eu un petit switch de leur côté. Ils se disent il y a peut-être une opportunité. Alors ouais, ils avaient déjà démarré Wanadu. C'est l'époque où ils ont démarré Wanadu. Donc oui, ils avaient compris. Et en plus, c'était aussi l'époque où France Télécom est devenue une société cotée. Donc j'étais aussi à Wall Street quand Michel Bon a sonné la cloche. Donc il y avait une euphorie. En plus, c'était la fin des années 90 à New York. Donc c'était les années Clinton. C'était hyper marrant. L'Amérique allait super bien. New York était devenue une ville assez safe, parce qu'avant New York c'était quand même un petit peu compliqué. C'était les années Wall Street. Il y avait une énergie absolument incroyable. C'était avant les attentats de 2001. Et toi, t'es partie avec tes enfants, du coup Alors, en fait, j'en avais un à l'époque. J'en avais un qui venait de naître, et puis j'en ai eu une là-bas, donc qui est américaine. Ah, je savais pas qu'elle était là. Ouais. Et ton mari, il était donc Arnaud. Et mon mari, Arnaud, donc lui, il travaillait pour AT&T, donc l'opérateur américain pour lequel il travaillait déjà en France, mais il a été muté aux États-Unis. Télécom. Ouais. Aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est une coïncidence. Ouais, c'est marrant. C'est assez amusant, c'est une coïncidence. Alors c'est peut-être, alors je dis c'est une coïncidence. Peut-être que c'est quelque chose d'inconscient qui m'a fait épouser un modèle qui ressemble à celui de mon père, mais non, en fait, on s'est retrouvés tous les deux à travailler dans le même secteur, mais c'était pas du tout, c'est pas comme ça du tout qu'on s'est rencontrés. Et donc voilà, donc j'ai passé un peu plus de 3 ans aux États-Unis, vadrouillé pas mal là-bas, et puis en fin 99. Mon mari a une opportunité de rejoindre une joint venture entre AT&T entre KPN Quest, un opérateur américain,
et KPN, donc l'opérateur néerlandais. Et donc, on commençait à se dire, ouais, il serait pas mal de revenir en Europe. Parce que c'est vrai que quand tu es... on adorait les États-Unis, mais le fait d'avoir des enfants tout petits et d'être loin de tes parents, c'est pas très sympa pour eux. Donc on pensait à se rapprocher, à revenir un peu plus près. Et il y a eu cette opportunité de partir aux Pays-Bas. Et ça a beaucoup surpris notre entourage parce que les gens disaient mais les Pays-Bas, c'est pas très sexy, les Hollandais avec leur caravane en vacances. Et non, mais comme on est dans un tempérament plutôt, alors je vais pas dire audacieux, mais enfin voilà, on voulait voir ce que c'était. On est parti à Amsterdam et on n'a pas du tout regretté cette expérience. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que moi, j'avais démissionné de France Télécom North America et que je suis rentrée chez un opérateur, ce qu'on appelle un ISP, un Internet Service Provider, qui a été racheté par France Télécom. Donc, j'en étais à mon 3e contrat avec France Télécom. Donc, ça s'appelait Euronet Internet, mais après, c'est devenu Wanadoo Pays-Bas. Et là, vraiment, j'ai basculé plutôt dans l'univers du broadband, mais surtout de la voix sur IP. Donc, encore une nouvelle vague technologique à laquelle j'ai pu assister aux premières loges. Et les Pays-Bas, c'est un pays qui est très intéressant parce que c'est un pays où les gens sont vraiment des précurseurs. C'est un pays de marchands, de négociateurs. Et ils sont très perméables aux technologies. Et donc, ils étaient vraiment en avance par rapport au reste de l'Europe sur la DSL et sur la voix sur IP. Donc, là encore, j'ai beaucoup appris. Et à cette occasion, j'ai aussi basculé vers le marketing produit. Là où chez France Télécom, je faisais plutôt de la veille et du business développement, là, j'ai eu pour la première fois la possibilité de gérer une équipe marketing, mais marketing produit. Donc, j'ai été responsable des offres broadband, puis des offres double play. Ça pour la partie B2C et la partie B2B. D'accord. Et juste, moi j'avais une question d'un point de vue culturel, en fait, sur la façon de travailler entre la France, New York, les États-Unis, Amsterdam, tout ça. Qu'est-ce que tu retiens ? Est-ce que tu as eu des chocs ? Au contraire, ça a toujours été simple ? Alors, aux États-Unis, c'était assez intéressant parce que mon anglais n'était pas extraordinaire, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des leçons. J'allais chez Berlitz. Et je m'y suis mise sérieusement parce que je voulais vraiment bien parler la langue. Mais je restais dans un univers qui était assez français, bien qu'il y avait quelques Nord-Américains, il y avait des Américains et des Canadiens chez France Télécom. Donc j'ai plutôt appris au contact des entreprises que j'ai pu aller voir. Mais ce que j'ai quand même appris en fait aux États-Unis, c'était d'abord abandonner cet esprit un peu chagrin français. Donc de vraiment découvrir l'esprit entrepreneurial et le positivisme des Américains, et aussi le focus. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont quand même extrêmement efficaces quand ils sont ensemble parce qu'ils sont très alignés, ils ont des objectifs très précis, ils les mesurent et ils parlent beaucoup moins de temps en discussion que les Français. Et ils ne démarrent pas en fait par les problèmes. En fait, ils se focalisent sur le résultat. Donc ça, c'était quand même une leçon importante. Et aux Pays-Bas, en fait, là, la grosse claque, c'était la culture du consensus. Parce qu'aux Pays-Bas, donc j'avais une équipe. Et puis, au début, j'arrivais... alors, non pas que j'ai jamais été très autoritaire, mais bon, j'arrivais en disant, on va faire ça, ça et ça. Et ils me disaient, non. Je disais, mais comment ça, non ? Eh bien, non. On n'est pas d'accord, on va en discuter. Ah oui. Et donc, c'est assez amusant. Et en fait, tu apprends en fait à vraiment exercer, non pas, c'est pas du management, c'est vraiment du leadership. C'est-à-dire que tu dois convaincre tes équipes. Encore une fois, l'alignement est très important. Mais voilà, on doit y aller tous ensemble. Et en revanche, la contrepartie, c'est un engagement beaucoup plus fort. Donc j'ai beaucoup appris. C'était un petit peu, peut-être pas violent, mais un petit peu surprenant au début. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec les Néerlandais. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de retravailler avec des Néerlandais. Et c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup dans leur culture de travail. Oui, parce que c'était justement ma question après sur le fait que tu aies pris des responsabilités managériales. Tu n'avais jamais été spécialement formée pour ça Non, j'avais une stagiaire à New York. Et je me suis un peu formée sur le tas. À l'époque, on ne formait pas beaucoup. J'avais un très bon boss qui est maintenant d'ailleurs a des grandes responsabilités chez Orange, c'est Jean-François Fallacher, et il m'a pas mal pris sous son aile et il m'a beaucoup aidé, il m'avait pas mal guidé, donc ça s'est bien passé. Et je pense que j'ai approché la chose avec humilité parce que j'étais pas hollandaise. Je parlais très très mal la langue, c'est une langue qui est quand même difficile à apprendre. Ah, tu l'as parlé quand même ? Non, mais je l'ai un petit peu apprise. Alors ce qui est amusant, c'est que je me souviens que des termes techniques, donc je peux te dire
Fast Verbindung, c'est une connexion illimitée. Unbeperkt. C'est pour faire. Je me souviens des termes. Voilà, je me souviens des termes techniques, mais il y a plein d'autres termes que j'ai complètement oubliés. Et les Hollandais sont tellement en fait bons en langue que c'était assez frustrant parce que dès que je commençais un petit peu essayer de parler hollandais, ils me répondaient en anglais, voire en français. Donc, tu es assez vite corrigé. Mais bon, comme j'étais quand même responsable du marketing, il fallait que je comprenne un petit peu ce que je lisais, les brochures. Donc oui, j'avais fait l'effort de l'apprendre. Et donc là, tu restes combien de temps à Amsterdam ? On reste pas très longtemps à Amsterdam, on reste 2 ans, parce qu'en fait, au bout de 2 ans, donc moi j'ai mon 3e enfant, donc un dans chaque pays, donc le 3e né en Hollande. Et donc, je prends un congé maternité. Je m'étais très peu arrêtée pour les 2 premiers, notamment pour Clarisse, la seconde, aux États-Unis à l'époque. Il y avait que 3 semaines de congé. C'était vraiment rude. Donc là, j'ai décidé de m'arrêter un petit peu plus longtemps. Et la magnifique start-up de mon mari, explose en vol. Donc, on se retrouve, en fait, sans boulot, avec 3 enfants, pas de chômage. Donc là, on décide de réintégrer nos pénates et on programme un rapatriement express en France. Donc on rentre en France et là je rentre chez AOL. Donc armée en fait de mon bagage, de ma connaissance du marché de la DSL, j'ai trouvé assez rapidement, presque trop rapidement en fait, ça m'a presque surprise. Donc j'avais rencontré Stéphane Trépoz et en fait il m'a embauché pour lancer la DSL pour AOL. Ça aussi c'était la grande époque parce qu'en fait Free venait de démarrer. Tu avais Club Internet, il y avait Orange. Et donc AOL, c'était quand même assez ambigu parce que je suis recrutée par Stéphane Trépoz au mois de juillet pour démarrer en septembre. Et pendant l'été, j'ouvre mon journal sur la plage et je vois une interview de Stéphane Trépoz qui dit « Je ne crois pas au débit, je ne crois que… » Ah d'accord. Donc je me suis dit « Tiens, c'est un petit peu bizarre cette histoire. » Mais bon, finalement, on s'y est lancé parce qu'il n'y avait pas le choix. Et c'était une bataille super rude. D'ailleurs, il y a eu un reportage qui a été tourné pendant que j'y étais. Je crois qu'on peut toujours trouver. Je crois que c'était Arte qui avait tourné ce reportage. Ah marrant, je regarderai. C'était assez amusant en fait. Et donc ouais, c'était une bataille très rude parce que Free a vraiment poussé. Enfin, ils ont mis la barre extrêmement haut parce qu'en fait ils ont lancé une offre qui était ultra compétitive et qui a pris de court tous les opérateurs. Donc ouais, on a pas mal galéré, mais on avait une force, c'est qu'on avait aussi des services en ligne. Il n'y avait pas que l'accès. Il y avait aussi tous les services en ligne avec le fameux CD AOL et le contrôle parental. Et j'étais très investie sur le contrôle parental. En fait, j'ai beaucoup travaillé dessus. C'était super intéressant. C'est marrant parce que ça me fait dire que en fait, t'as été beaucoup sur des services innovants, mais dans des grands groupes, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu impossible. En fait, je trouve que l'innovation, tu la trouves majoritairement dans les startups et ça vient de moins en moins des grands comptes, quoi. Ouais, c'était déjà difficile à AOL parce qu'AOL, je te rappelle que c'était en fait un grand groupe parce que AOL avait racheté Time Warner, la plus grande fusion de tous les temps, qui a été un désastre absolu. Et ouais, c'était déjà une grosse machine AOL. C'était déjà une grosse machine. Donc là encore, moi, j'étais au cœur du marketing produit et de l'innovation, mais c'était pas toujours facile de travailler en fait avec les Américains. Mais bon, on arrivait quand même, en y allant, on arrivait quand même à pousser quelques idées. Et alors, pardon, juste sur la fusion, tu dis que ça a été catastrophique, c'est quoi ? Enfin, moi, je ne connais pas trop l'histoire. Alors ça, c'était avant que j'arrive, mais en fait, AOL avait racheté, tu sais, c'était un petit peu c'était Messier qui avait parlé des contenants et des contenus. Et c'était prémonitoire, il avait raison, mais je pense que la fusion entre AOL et Time Warner s'est faite trop tôt et elle s'est faite à prix d'or. Je ne sais plus de combien de milliards, combien de milliards ça se montait. Et l'idée, c'était justement d'associer en fait les services en ligne, les contenants, le câble. Et ça s'est révélé, en fait, ça n'a pas fonctionné, en fait. Majoritairement parce que c'est une question de compatibilité produit ou aussi culturelle, en fait, c'est tout ? Je pense que c'est tout. Je pense qu'effectivement... alors moi, j'ai été amenée à travailler plusieurs fois avec des gens de Time Warner. Et déjà, culturellement, c'était très différent. Parce que c'était le monde du broadcast, c'était le monde de la télé, alors que chez AOL, il y avait plutôt des gens qui devaient venir de l'univers des télécoms. Et ouais, c'était 2 mondes. C'était 2 mondes qui se parlaient pas tant que ça, en fait. Même si on partageait le même immeuble à Neuilly, on travaillait extrêmement peu ensemble. Parce que je me dis que ça doit être toutes ces expériences-là qui font qu'après, tu as développé cette expertise, mais aussi cette passion, on va dire, pour la culture d'entreprise et tous les sujets inhérents en fait, à la croissance et au développement d'une entreprise, quoi. Alors, je pense que cette passion de la culture, elle a été pas mal infusée chez AOL. D'abord parce que j'avais un boss que j'aimais beaucoup,
Ariel Extin. En fait, j'avais 2 boss que j'adorais, Ariel Extin et Jonathan Lister, qui par la suite m'ont recruté chez LinkedIn, mais on y viendra. Et AOL, c'était vraiment intéressant parce que c'était une société nord-américaine, mais implantée en Europe. Et on commençait à bénéficier quand même de cette... c'est quand même des gens qui portaient cet accent sur la culture. Et puis AOL, il y avait une identité très, très forte. Hein. Encore une fois, c'était le CD. Donc, pour certains, ça, c'est complètement rétro et has-been. Mais il y avait une vraie fierté, en fait, de travailler pour cette société. Et puis, une vraie fierté d'avoir été les pionniers d'email. C'était You've Got Mail. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens c'est quoi, Sleepless in Seattle, ou je ne sais plus. Enfin, il y a eu des films qui ont été tournés là-dessus. Et le contrôle parental, qui était quand même... qui était pareil, c'était assez visionnaire pour l'époque. Okay. Donc, il y avait une vraie fierté de travailler pour cette entreprise. Et puis, l'opportunité aussi d'expérimenter la mixité avec plusieurs cultures. On travaillait... Moi, petit à petit, en fait, mon périmètre s'est agrandi et j'ai fini par diriger en fait le marketing produit pour l'Europe. Donc j'avais les Allemands, j'avais les Anglais, et puis tout le marketing en fait. J'ai repris tout le marketing en fait, y compris la marque, les RP, etc. Et avoir l'opportunité justement de travailler avec d'autres cultures, probablement aussi à cause de mon parcours, parce que j'avais eu l'opportunité déjà de voyager. Oui, ça m'a pas mal passionné. Et te frotter à d'autres cultures, effectivement. Ouais. Et il y a plein de choses. Chez AOL, il y a eu des hauts et des bas. Et il y a eu notamment en fait, une période où il y a eu un plan social en fait, à AOL. Donc, la partie ADSL n'a pas bien marché. Et donc, il y a eu un rachat par Neuf, qui après est devenu SFR, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais. Tu me rappelles des noms. Oui, voilà, Neuf Télécom. Et donc, il y a eu un gros plan social. Et donc, moi, j'étais pas du mauvais côté de la barrière, je veux dire, mais voilà, j'étais du côté des dirigeants. Et donc, faire un PSE quand tu es dirigeant, c'est super intéressant, en fait. C'est une expérience qui est douloureuse, mais qui est très intéressante. Après, tu vois, on relativisait un petit peu parce que la plupart des gens chez AOL étaient des gens relativement jeunes. On ne licenciait pas des gens qui avaient fait 20 ans de carrière dans la chirurgie, tu vois. C'était des gens dont on savait qu'ils allaient se recaser. Et en fait, le plan a été quand même super favorable. Mais je sais qu'à cette occasion, il y avait notamment un lip dub qui avait été tourné et que tu trouves encore sur Internet. Et regarde-le parce que c'est un petit chef-d'œuvre, le lip dub d'AOL. Et voilà. Et on n'en fait plus des lip dubs. Non, on n'en fait plus, mais il faut le regarder celui-là parce que en plus la chanson est géniale. C'est une chanson des French, je sais pas quoi. La chanson est géniale et c'est vraiment un petit bijou. Je le mettrai en lien alors. Tu mettras en lien parce que tu le retrouves en cherchant sur YouTube. Et ouais, donc tu vois, j'avais cette culture. C'était alors elle n'était pas très formalisée. Mais tu voyais quand même la force d'avoir un corps social très soudé. Et donc aussi, je me posais la question, tu vois, est-ce que tu étais la seule femme là dans ce milieu-là ou Alors, chez AOL, non. Chez AOL, on était plusieurs et il n'y avait pas de... Ouais, il y avait pas de... Alors, dans le milieu de la publicité, parce qu'on avait en charge, on avait toute la partie en ligne, il y avait pas mal de mecs, mais ça restait un milieu... Ouais. Mais non, c'est surtout chez France Télécom et surtout au début de ma carrière. Mais alors là, si je c'est le petit blanc du début. Là, j'étais. En fait, je crois qu'Oaknet, j'avais calculé que j'étais la seule nana de moins de 25 ans pour 4000 employés. Donc là, ouais. Et je te passe. En fait, c'est assez amusant parce que rétrospectivement, je me dis, oui, il y a eu plein de choses très limites qui se sont passées. Mais à l'époque, on n'y prenait pas garde, en fait. Donc rien qui n'ait eu de conséquences. Rien de choquant à l'époque. Rien. En fait, pour à l'époque. Je ne trouvais pas ça choquant. Ça se passerait aujourd'hui, je trouverais ça extrêmement choquant. Mais bon, voilà, c'était une autre. Et donc plutôt sur des métiers très ingénieurs, en fait, très produits, entre guillemets. Ouais, très. Mais entouré de mecs. Donc forcément, tu as des paroles déplacées, parfois même plus. Tu peux même avoir des gestes déplacés. Mais tu prends ça, tu te dis, bon, bah ouais, enfin voilà. Et je pense qu'on avait aussi peut-être une certaine force. On était peut-être moins vulnérable parce que on avait le cuir un peu plus épais. Ça ne veut pas dire du tout que c'était bien. Je ne pense pas que c'était une bonne chose, mais je ne l'ai pas mal vécu. Ouais. Et donc voilà, donc AOL 6 ans chez AOL. Et des super années. J'ai gardé plein de contacts. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est des strates, en fait. J'ai gardé des amis de France Télécom North America. J'ai gardé des amis, je vois de temps en temps aussi Delphine, donc des amis du centre de recherche de France Télécom. J'ai gardé des amis des Pays-Bas. J'ai gardé des amis d'AOL. Et en 2008, en fait, AOL me demande de bouger à Londres. Et à l'époque, c'était pas possible, en fait. Arnaud était rentré chez BlackBerry
Et l'histoire, la vie est parfois ironique parce qu'en fait, il me demandait de déménager à 100 mètres de là où j'ai déménagé en fait quelques années plus tard. Ah, drôle. Donc, mais à l'époque, ça marchait pas. C'était pas le bon moment, à l'époque, c'était pas le bon moment, donc je suis partie. Puis j'ai pu négocier mon départ. Et là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en fait. D'accord, c'était je venais d'avoir 40 ans. du début. Voilà. Je venais d'avoir 40 ans et je me disais, il faut que je fasse autre chose, il faut que je teste autre chose. Donc, la fameuse crise des 40 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Laurent Ferral-Pearsons, qui est canadien et qui venait de lancer une start-up qui s'appelait Silentel. Et donc, j'ai été lead founder. Donc, j'ai rejoint Silentel. C'était déjà lancé, mais je les ai rejoints. Et c'était une start-up. On était vraiment précurseurs. C'était dans la big data. Donc, l'idée, c'était d'unifier les flux de communication à travers tous les médiums, que ce soit le SMS, le mail. Il n'y avait pas encore WhatsApp à l'époque. Il y avait Facebook, il y avait Twitter. Et on a été le premier client d'Amazon Web Services en France. Fou. Donc vraiment le début de la French Tech. Et c'était l'époque du web, donc c'était peut-être moins cher à l'époque aussi. Ouais. Mais il y avait une énorme. On commençait vraiment, ça commençait à bouillonner à Paris, mais c'était les tout débuts. Tu vois, Silicon Sentier, mais vraiment les tout débuts. On était très peu. Je crois qu'on était une des premières startups en France à avoir son site internet en anglais. Et on a commencé à faire la tournée des VC. Donc, ça m'a aussi permis de comprendre ce monde que je ne connaissais pas, de le découvrir. Et moi, je m'étais donné 2 ans. J'avais dit, je fais ça pendant 2 ans, c'était très prosaïque. C'était ma durée d'indemnisation du chômage. J'avais dit, pendant 2 ans, j'accepte de ne pas me payer, d'être entrepreneur, parce que j'ai les allocations chômage. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans à fond. C'était hyper intéressant et j'ai énormément appris. C'était ambitieux, dis donc, quand même, comme projet. Hein. Le projet était ambitieux. On a eu des prix, donc ça partait plutôt bien, mais on a eu du mal à créer un vrai modèle économique. Mais j'ai appris énormément sur la big data, en fait. Ouais. C'était le départ, c'était le début du SaaS. Donc encore une fois, je me retrouve au début d'une nouvelle vague. Et Laurent est un mec brillantissime. Et donc j'ai appris énormément à ses côtés, mais malheureusement, le truc n'a pas décollé. Et donc, je me retrouve à l'été 2010. Et donc là, j'annonce à Laurent et je lui dis, écoute, Laurent, là, il faut que je trouve un boulot. Donc, je vais partir. Et donc, je quitte Silentel donc à l'été 2010 et je me retrouve chez mes beaux-parents près de Saint-Tropez, dans un coin que tu connais un petit peu aussi. Ouais. Je suis au bord de la piscine et là, je reçois un coup de téléphone. Je reçois un coup de téléphone d'Ariel Eckstein, qui était mon boss chez AOL. Et qui me dit, écoute Laurence, j'ai rejoint LinkedIn et on cherche quelqu'un pour lancer la France et monter les équipes marketing en Europe. Est-ce que ça t'intéresse? Donc là, inutile de dire que je fais oups. Trop bien. Je cache ma joie et donc j'essaye de rester extrêmement calme et je dis, écoute Ariel, oui, ça m'intéresse, laisse-moi y réfléchir, on en reparle. Évidemment, je raccroche et je commence à faire des bonds plongées à la piscine. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'était quand même l'opportunité. Tu t'avais déjà entendu parler quoi. de LinkedIn et tout? Alors oui. Alors, en fait, moi, je suis 400 millième sur LinkedIn. Donc, je fais partie des... Ah, mais dingue. Je suis même dans le premier demi-million d'utilisateurs de LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ma bande de France Télécom North America qui m'avait branché dessus, qui m'avait dit, regarde ce truc, etc. Donc, je connaissais LinkedIn, mais LinkedIn, c'était petit à l'époque. En 2010, c'était 500 employés dans le monde. C'était une start-up. C'était une grosse start-up, mais c'était une start-up. Il y avait quelques employés à Londres. Je crois qu'il y avait 14 personnes à Dublin. Et donc, personne ailleurs en Europe. Donc, je passe quand même 14 entretiens, je crois. Ah ouais? Le CMO vole des États-Unis pour m'interviewer. Donc, ça a été un process quand même super intense. J'ai fait des business cases. Mais j'arrive à décrocher la timbale. Et là, en fait, je me souviens, donc tout ça nous amène en novembre. Et en novembre, donc là, c'était Jonathan Lister, en fait, je crois, qui m'embauchait. Et non, c'était Ariel, en fait. Et il me dit, écoute, Laurence, on va t'embaucher, mais en fait, LinkedIn, on va probablement bientôt faire notre IPO, donc il faut vraiment qu'on accélère les choses pour que tu puisses rentrer avant l'IPO. Et donc, et là, on était vendredi soir, ils me disent, on t'envoie ton contrat, il faut que tu le signes demain, samedi. Parce que tu as des actions et tout. Tu démarres lundi à Dublin.
Et c'est quand même, tu te dis, waouh, bon, j'ai pas le temps de faire revoir ce contrat. En plus, c'est un contrat irlandais. Je suis en France, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Mais bon, j'ai fait Ouais, le t'y banco. vas quand même, quoi. Après, c'est vrai que le mec, tu le connaissais aussi. Et ouais, voilà. Bon, ça reste aussi un salarié. Je lui faisais confiance, donc j'ai signé. Et probablement meilleure décision de ma vie. Donc voilà, j'ai signé et j'étais à Dublin le lundi. Mais vous êtes, moi, je suis fascinée par votre couple aussi. À chaque fois, il y en a un qui part. Enfin, vous êtes tous les deux avec des carrières de dingue. Et puis, ça n'a jamais été un frein l'un pour l'autre, en fait. Non, j'ai suivi Arnaud les 2 premières fois. Et alors, c'est marrant que tu mentionnes ça parce que en l'occurrence, Arnaud était chez BlackBerry à l'époque et il venait d'accepter. Ah non, alors c'était un peu plus tard. Donc là, il était chez BlackBerry en France. Mais là, le poste était en France. Je devais lancer la France. Donc c'était pas trop compliqué. Et évidemment, lui, il connaissait LinkedIn aussi. Il est même rentré chez LinkedIn. En fait, il a été abonné chez LinkedIn avant moi. Donc il m'a dit, vas-y, fonce. Vos discussions le week-end, ça doit être que des trucs de tech. Mais non, pas trop, justement. On essaye d'éviter ça. Et donc, je rentre chez LinkedIn et donc, on ouvre les bureaux français. J'ai une énorme pression. Jeff Winner, le CEO, m'appelle à 2h du matin, la veille du lancement de la France. Et là encore, énorme leçon de priorisation, de focus. Parce qu'à partir du moment où on a annoncé le lancement de la France, on a commencé à être sollicité de toutes parts, par la NPE, par le gouvernement. Et à chaque fois, Jeff me disait, non, toi, ton objectif, c'est lancer la France, faire grossir la base d'abonnés. Donc toi, tu avais en charge aussi la partie abonnés et tout ça, en fait. Alors, si tu veux, il n'y avait pas de budget marketing, Ouais. donc c'était essentiellement des RP. Donc on a fait un événement pour le lancement. Moi, j'ai commencé à monter les équipes marketing, mais assez vite, en fait. L'idée, la stratégie de LinkedIn, c'était de lancer, en fait, d'ouvrir des bureaux dans un but commercial, mais pour monétiser l'audience. Donc, c'était en fait des bureaux destinés à vendre aux entreprises. Pas du tout à accroître. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'objectif sur justement. Il y avait un objectif, mais LinkedIn, en fait, c'est une machine virale. Donc, mais c'est ce que je veux dire, c'est que la croissance, c'est vraiment faite sur le produit. La croissance, c'est faite sur le produit. Et ils avaient vraiment compris qu'à 20%, il y avait un tipping point et que l'effet boule de neige se déclenchait et que là, la croissance s'accélérait dans les pays. Donc, ils ouvraient les pays à partir de 20%. D'accord. Et en France, ça correspondait à 2 millions d'abonnés. Puisque en France, Quand tu dis 20%, c'est à partir de 20%, 20% de l'audience cible. Et l'audience cible, c'était les cadres et les professions libérales. Donc là, ils se disent, il y a un truc. Donc, on venait de passer 2 millions d'abonnés. Donc, ils ont dit, c'est bon, 2 millions, on a atteint les 20%. Maintenant, on peut monétiser parce que tu es dans une salle. Tu as au moins une personne sur 5 qui est sur LinkedIn. Ça commence à devenir intéressant. Mais LinkedIn n'était absolument pas connu. Les gens étaient tous sur Viadeo. Donc, nous, on a pris notre bâton de pèlerin. Il y avait Carole Zibi qui était à mes côtés, que je salue parce que je lui dois énormément aussi. Et qui était consultante, qui avait été embauchée comme consultante et qui avait commencé en fait à amorcer toute la machine. Et assez rapidement, il y a Pierre Berlin qui nous a rejoint en directeur commercial de la partie Recruiting Solution. Et il y avait aussi Arnaud Cabanis qui s'occupait de Marketing Solution. Donc que des gens en fait qui ont des super jobs. Arnaud, il est chez TikTok. Maintenant, il dirige les équipes commerciales de TikTok pour l'Europe. On l'avait vu au sommet du digital ou pas? Non, je sais pas, j'ai l'impression. Je suis pas sûre. Non, ok. Et Pierre, il est chez Mondé. Je crois qu'il est MD Europe de Mondé. Donc voilà, que des gens qui ont fait des super carrières. Et donc toi, tu fais comment pour convaincre parce que vous visiez le 440, c'est quoi? C'était quand même. Alors, donc on a vraiment pris notre bâton de pèlerin. Oui, effectivement, on a démarré avec le 440. Et c'était un gros travail d'évangélisation. Ah ouais, j'imagine, franchement. Donc, en fait, c'était vraiment du marketing. On faisait des événements. C'était vraiment du marketing. B2B, quoi. C'est vraiment le truc. C'était du pur marketing entreprise, du contenu. Alors, on avait quand même la machine LinkedIn à notre disposition gratuitement. Donc, on s'appuyait beaucoup sur LinkedIn. Mais déjà, c'était quand même du marketing assez sophistiqué, très basé sur les chiffres. Là encore, tu vois. J'ai passé un cran entre guillemets dans la discipline parce que voilà, on a commencé à faire beaucoup de forecasting, qu'on mesurait énormément de choses.
Donc en fait, t'es allé voir le 440 un peu en leur disant, en fait, les gars, je connais plus de choses que vous presque. En fait, je peux vous donner des infos sur le marché, sur la typologie de personnes. Alors, l'idée de génie de LinkedIn, et ça, c'est vraiment un truc que je conseillerais en marketing, c'est que ils se sont emparés d'une catégorie. Et la catégorie, c'est ce qu'ils ont appelé le passive recruiting. Et ça n'existait pas, en fait. Donc, l'idée, c'était de dire, on va vous amener des candidats qui ne sont pas en recherche active, qui sont des candidats passifs. Ils ne savent pas qu'ils voudraient changer de boulot ou ils n'y pensent pas, mais c'est les meilleurs candidats parce qu'ils sont déjà en poste. Et ça, en France, ça a résonné énormément parce qu'en France, le chômage est vraiment complètement ostracisé. Donc, trouver des candidats qui ne sont pas en recherche, qui sont déjà en poste, qui était la chasse gardée des chasseurs, en l'occurrence, et de le dire, on va vous le faire. Alors, au départ, on est arrivé en frontal. On a dit, plutôt que de dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros avec un chasseur de tête, prenez un abonnement, ça va vous coûter beaucoup moins cher et vous aurez le même résultat. Et ça a fait tilt tout de suite. Mais on s'est assez vite mis à dos la communauté des chasseurs de tête, et ce qu'on ne voulait pas faire parce que c'était aussi nos clients. Donc après, on a été un petit peu plus subtil dans notre approche. Mais le fait d'avoir cette catégorie du passive recruiting et vraiment de dire on est le leader du passive recruiting, ça a complètement changé la donne. Mais on a dû pas mal éduquer le marché. Le marché n'était pas éduqué. Et au passage, on a écrabouillé Viadeo, parce que Viadeo, ils s'étaient complètement trompés de bataille. Eux, déjà, ils faisaient payer les abonnements à leurs utilisateurs, alors que nous, on avait bien compris que c'était le cœur du moteur nucléaire. Donc, on donnait LinkedIn gratuitement. Et en fait, ils nous ont beaucoup attaqués. Et nous, on les a un petit peu... Enfin, la stratégie, on avait des consignes assez strictes. On disait, vous les ignorez. C'est pas la peine de les regarder. Sinon, en fait, c'est de leur faire de la pub, quoi. Voilà. Et ça a super bien fonctionné. Ah, c'est dingue. Donc voilà, ça a très très bien fonctionné. Mais moi, en fait, j'ai eu un petit creux parce qu'en fait, je me suis retrouvée assez tiraillée. Donc j'avais la France d'un côté, un petit peu de B2C, le B2B, et j'ai commencé à perdre pied. Et là, je me suis fait un peu rattraper par la patrouille. Il y a Ariel Extin, qui était le MD Europe, qui m'a convoqué et qui m'a dit tu peux pas continuer comme ça. En fait, là, tu te disperses trop. Et les résultats ne sont pas ceux qu'on attendait. Donc, je me suis retrouvée dans une position un peu difficile où je me suis dit, oula, les choses sont en train de tourner au vinaigre et je ne vais peut-être pas pouvoir rester. Et donc là, j'ai pris une décision assez drastique. J'ai dit, écoute, je préfère me concentrer sur un sujet et abandonner les autres. Tant pis, j'aurai un périmètre moins important. Mais je veux travailler uniquement sur la partie recrutement. Et donc, laisse-moi diriger le marketing de la partie recrutement. Parce que c'est la plus grosse activité de LinkedIn et c'est celle avec laquelle je me sens le plus d'atomes crochus. Et Ariel m'a dit, OK, tu as 6 mois. Et en fait, j'ai fait le bon choix. Parce que avec en me concentrant sur le bon sujet, sur les bons objectifs, ça a complètement changé la donne et j'ai pu vraiment démontrer mon impact. Et ça s'est très bien passé. Et ça s'est d'autant mieux passé qu'après, j'ai pu monter des grosses équipes. C'est un peu comme d'avoir accepté un peu de descendre une marche pour après... Exactement. Mais c'est complètement ça. J'ai accepté de lâcher une casquette de directrice marketing du monde de l'univers pour me concentrer uniquement sur une business unit. Mais ça m'a permis de mieux faire mon travail et après de reprendre d'autres responsabilités parce qu'après j'ai pris Middle East et LATAM. C'est hyper intéressant. Et que j'ai été promue en fait, donc ça s'est super bien passé, donc c'était une très bonne décision. Pas facile, voilà. Mais... Non, pas facile, mais... Parce que je pense que spontanément, on aurait envie de dire, bon, ok, oui, t'as raison, j'ai merdé, je vais travailler plus, tu vois, je vais me faire un peu de violence. Je voyais bien que... Et je pense que le fait d'être... les Américains disent spread too thin, le fait de s'éparpiller, il n'y a rien de pire, en fait. Et comme... Alors, en plus, nous, les femmes, on a tendance à se dire qu'on arrive à faire plusieurs choses à la fois. On peut tomber assez facilement dans ce piège. Et non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et c'est frustrant pour tout le monde. Donc, c'était une très bonne décision. Et au bout d'un certain temps, on m'a demandé de bouger à Londres parce que toute l'équipe, en fait, j'ai rejoint le COMEX européen et toute l'équipe Europe était à Londres. Et donc voilà l'ironie de ma vie, c'est que j'ai déménagé à 100 mètres de là où je voulais déménager, où j'avais refusé de déménager avec AOL. Donc j'arrive à Londres en 2013 et c'est chouette, c'est vachement chouette. C'est une ville que j'adore, qui me manque parfois.
J'ai beau être une pure parisienne, je suis vraiment tombée amoureuse de Londres. Et je passe des années dingues chez LinkedIn. C'est une école de leadership. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as été vachement marquée par la culture et par le fondateur. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai vraiment vécu l'hypercroissance. Je suis arrivée chez LinkedIn, on était 500 dans le monde. Je suis repartie, on était plus de 10 000. Je pense que cette croissance, elle a été permise par vraiment l'attention extrêmement forte qu'ont porté à la fois les fondateurs et les dirigeants à la culture. Donc faire en sorte, quand on a une entreprise qui recrute 200, 300 collaborateurs par mois, au niveau européen, je ne te parle même pas au niveau monde, pour arriver à préserver une certaine cohérence dans la façon dont les gens managent, prennent leurs décisions et même travaillent, c'est très très difficile, notamment quand tu embauches des contingents entiers d'Oracle, de Salesforce. Tu vas assez facilement créer des baronnies, en fait, des gens qui vont importer une culture. Et en fait, on ne voulait pas ça. On voulait qu'ils importent le meilleur de leur culture, mais on voulait quand même qu'il y ait un cadre cohérent au sein de LinkedIn. Et je pense que Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, et Jeff Weiner, qui était le CEO il y a quelques années, ont très bien compris ça et ont vraiment recruté déjà leur direct avec cette attention. Et donc, il y avait notamment le VP Sales, Mike Gansom, qui est un mec absolument extraordinaire, un leader absolument extraordinaire. Donc, cette espèce de trio a vraiment, vraiment mis l'accent sur ces aspects et a créé ce système qui n'est pas un dogme, qui n'est pas une secte, mais dans laquelle les gens ont compris pourquoi ils étaient là, comment ils devaient travailler, et qui a très très bien fonctionné et qui a permis une croissance vraiment sereine, efficace et sereine. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans tout ce que tu as créé et qu'on fait ensemble, du coup, sur le culture sprint, etc. Et moi, je me posais la question par rapport à toutes ces expériences, les boîtes que tu as déjà accompagnées, c'est quoi l'erreur la plus fréquente des dirigeants ? Alors, l'erreur, déjà, c'est de ne pas s'aligner. En fait, c'est amusant. Alors, je vais faire une première métaphore avec la montagne. Et quand tu te balades en montagne, et quand tu es sur des terrains accidentés, quand tu es dans des pierriers, des choses comme ça, ce qui est très important, c'est la proprioception. Et la proprioception, c'est la capacité que l'on a à savoir où nos membres sont, nos jambes, nos pieds, nos mains, mais sans les regarder. Et si tu réfléchis, quand tu marches en montagne sur un sentier, tu regardes le sentier, tu ne regardes pas tes pieds. Et c'est un peu ce que j'appelle l'alignement, en fait. C'est qu'il y a les boîtes, elles regardent leurs pieds. Elles sont complètement omnibilées par l'opérationnel et elles oublient de regarder le sentier, en fait. Elles oublient de s'aligner sur l'intention, pourquoi elles sont là, où est-ce qu'elles veulent aller. Et ça, c'est une erreur que je trouve assez souvent dans les entreprises. Après, il y a aussi beaucoup de confusion autour de la culture. Il y a des gens qui pensent que la culture, c'est être cool, c'est être sympa. Alors, je ne vais pas faire du Julia Dauphinès parce que je pense qu'elle... Elle défonce, mais parce que c'est un business, en fait, de défoncer. Ouais. Et non, il faut créer du corps social, il faut créer du lien social, c'est hyper important dans une entreprise. Mais la culture, alors si tu fais référence en fait à la culture dans son acception la plus large, c'est quoi ? C'est des mythes fondateurs, c'est un langage commun, c'est des rites. Et donc finalement, tu transposes ça au monde de l'entreprise. Donc tu peux appeler ça vision, raison d'être, valeur. Mais il ne faut pas que ça soit que des mots. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de concret derrière. C'est exactement ce que j'adore avec ce qu'on me propose comme accompagnement. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de culture, c'est très théorique, aspirationnel, donc super, mais pas du tout pratique et applicable au quotidien. Et avec le culture book qu'on propose et vraiment la possibilité d'avoir des principes opérationnels qui m'aident à prendre des bonnes décisions quand le chef n'est pas là ou quoi que ce soit, je trouve que c'est vraiment très pratique. Et ça me plaît. C'est vraiment ce que tu apportes en général, je trouve. C'est très sharp. Donc c'est ça que j'adore. Oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de clients. Tu vois, je suis allée les voir et on travaillait sur la culture et je leur disais, d'accord, bon, vous avez un système de valeurs, oui. Alors, c'est quoi vos valeurs ? Nos valeurs, c'est excellence, collectif, innovation, culture client. D'accord. Alors déjà, culture client, vous êtes une entreprise commerciale, oui. Bon, oui. Alors, le client, c'est quand même ce qui vous fait vivre, donc c'est quand même assez normal que ça soit au centre de vos préoccupations. Excellence, plutôt mieux, en fait. C'est bien qu'on aime le travail bien fait. Et puis, innovation, oui. Et donc, moi, j'aime bien avoir des choses qui soient un peu plus acérées, entre guillemets, qui est
parce qu'il faut un angle. D'abord, des concepts très généralistes, ils sont durs à retenir. Et en plus, ils sont très difficiles à mettre en œuvre. Donc, j'aime bien trouver un angle, un petit peu d'aspérité. Et c'est ce qu'on fait dans les workshops, c'est qu'on va les chercher dans l'histoire de l'entreprise. On va les mettre, on va leur demander de nous décrire certaines situations et on va comprendre quelles sont ces aspérités. Et là, oui, les valeurs partagées, elles vont ressortir et on va pouvoir construire un système de valeurs qui a du corps, qui a du goût. Ouais, c'est ça, qui n'est pas insipide. Voilà. Et d'ailleurs, les valeurs, elles doivent souvent se transcrire à travers une phrase avec des mots d'action. Sinon, voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais, c'est ce que j'adore. Juste pour terminer avec LinkedIn, parce que justement, c'était un peu fait exprès de parler de culture, ou parfois ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux nous partager du coup ton après LinkedIn parce que je sais que tu as travaillé chez Pipedrive, et ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Donc, non, alors j'ai quitté LinkedIn. En fait, j'ai quitté LinkedIn. Alors je ne veux pas dire pour les mauvaises raisons, mais presque. En fait, il s'est passé un truc chez LinkedIn. J'ai perdu mon plus proche collaborateur d'un cancer. Et ça a été une période assez difficile. Et j'avais besoin de changer d'air. En fait, voilà. Ouais. Ça a duré 1 an. Et j'avais besoin de changer d'air. Et alors que je n'avais jamais répondu aux annonces, parce que j'étais régulièrement chassée, j'ai commencé à répondre aux annonces. Et s'est présentée une opportunité qui, sur le papier, était vraiment un autre dream job. Alors mon mari me dit souvent, mais t'as jamais cherché un boulot de ta vie? Et c'est vrai, j'ai jamais cherché un boulot de ma vie. Et donc c'était de devenir la CMO de Pipedrive, qui n'était pas encore une licorne à l'époque, mais qui était déjà un centaure, je crois, on dit. Et qui était c'était une opportunité de rêve. C'était une boîte estonienne, donc européenne, mais avec des racines assez intéressantes, fondée par des anciens de Skype, financée par les meilleurs fonds américains et Atomico. Donc c'était vachement chouette. Un poste de CMO. Donc voilà, pour moi, c'était un peu le Graal. J'avais été, senior director, mais j'avais jamais été CMO. Et puis un marché super intéressant, le marché des PME. Plus poste basé à Londres. Alors, petite anecdote. Quand j'accepte de déménager à Londres avec LinkedIn, c'est là où mon mari m'a suivi, parce que lui, à l'époque, il avait été remuté en Hollande pour BlackBerry. Non. Et donc, il a refusé ça. Il avait même été annoncé comme MD Benelux pour BlackBerry. Et en fait, je lui ai dit non, là, on va partir à Londres, c'est mieux. Merci Arnaud. Et donc, cette fois-ci, c'est lui qui m'a suivi. Okay. Merci Arnaud. Et donc là, Pipedrive, c'était bien à Londres. Et vraiment un job de rêve. Et les premiers mois, idyllique parce que super belle boîte, produit génial. J'utilise tous les jours encore, vraiment un produit génial. Un fondateur, Tim Warren, visionnaire, brillantissime. Enfin, une équipe de direction vraiment très, très forte. Mais quelques petites alertes que j'avais un petit peu mis sous le tapis pendant les entretiens. Il y avait des signaux faibles et je ne les ai pas écoutés. Parce que j'étais tellement enthousiaste, j'avais tellement envie d'y aller que voilà, je ne les ai pas écoutés. Notamment le fait que l'équipe de direction était dispersée entre Tallinn en Estonie, New York, Londres et Lisbonne, ce qui est quand même un petit peu compliqué pour fonctionner. Des comportements un petit peu bizarres de la part de certains membres du comité de direction, des gens qui étaient autoritaire, limite colérique, limite intimidant ou harcelant. Et tu le sentais pas en entretien, mais il y avait quand même, j'avais eu 2 entretiens qui avaient été vraiment très très rugueux. Et je m'étais dit bon, alors ça doit être la culture. Et non, en fait, c'était pas la culture. C'était des gens qui avaient ce tempérament et qui avaient cette façon d'agir. Donc oui, ça a été assez compliqué. Il y a eu une conjonction de facteurs, en fait. On avait recruté juste avant moi un directeur marketing dont on a dû se séparer. Ça ne fonctionnait pas. Mon directeur des ventes a démissionné dans la foulée. Pas du tout, c'était pas lié, mais parce qu'il voulait aller faire du ski à Denver. Il était basé aux États-Unis. D'accord. On l'appelle de la montagne chez lui aussi. Ouais, et donc, je me suis retrouvée avec 3 jobs. Donc, j'étais CMO, mais j'étais aussi directrice des ventes et directrice marketing, avec des grosses équipes. Et on a décidé de faire une levée de fonds, donc en roadshow. Avec une pression maximale sur mes épaules parce que tous les indicateurs, donc une boîte hyper drivée par les chiffres,
Et c'est du mass enterprise. C'est pas de l'entreprise, c'est du mass enterprise. Donc, c'est entre le consumer et le B2B. Donc, une pression, mais de dingue sur les chiffres. Je passais ma vie dans les Excel avec des questions sans cesse de la part des VC. Et là, là je me suis accrochée. Et je me disais, mais le sommet, je me disais, je vais y arriver. J'avais une super équipe. J'avais vraiment une super équipe. D'ailleurs, deux de mes directs, par la suite, ont fondé Klaus, qui est une magnifique boîte qui vient d'être achetée par Zendesk. Donc, j'avais une équipe génialissime qui était autour de moi, qui m'entourait et qui me soutenait. Et je me disais, je vais y arriver. Le sommet n'est pas si loin. Allez, un dernier coup de rein pour y arriver. Et en fait, c'est mon fils qui m'a réveillée. Qui un jour, alors qu'il ne me parle pas beaucoup, mon fils aîné, il est plutôt introverti, m'a dit, mais maman, il faut que tu arrêtes là, tu vas y laisser ta peau. Et je pense que quelques mois plus tard, j'aurais probablement fait un burn-out. Ouais. Donc voilà, on s'est séparés. Je ne regrette pas du tout cette expérience, parce que même si ça a été douloureux, finalement, avec le recul, la douleur, tu l'oublies assez vite, en fait. L'humain est bien fait. Et j'en tire plutôt que des leçons qui m'ont été extrêmement utiles par la suite. Et surtout, ça a continué en fait à générer des opportunités, parce que juste après être sortie de LinkedIn, j'ai rencontré en fait un des grands fonds d'investissement que j'avais pitché et qui m'a dit, mais nous, en fait, on avait bien aimé travailler avec toi et on aimerait que tu nous accompagnes sur notre portefeuille. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux, et ce qui m'a en fait notamment fait collaborer avec Sending Blue, qui est devenu Brevo par la suite, notamment, entre autres, parce que j'ai travaillé avec d'autres boîtes de leur portefeuille. Et donc, alors, voilà, je me suis retrouvée à accompagner des startups, des fonds, sur des sujets de marque, sur des sujets d'acquisition marketing, sur des sujets de culture. Et tout ça m'amène doucement mais sûrement à l'année 2020. C'est ça. Et où là, tu m'annonces, bon, bah en fait... Alors, pas tout de suite. Je te rappelle... petit à petit. Ouais, non, je te rappelle quand même ce moment absolument unique où on monte toutes les deux sur scène au sommet du digital en mars, début mars 2020. Incroyable. Où tu me dis, là, je sors d'une grippe terrible qui m'a mis complètement à plat. Mais j'ai jamais été aussi malade de ma vie. J'étais le patient zéro. Et moi, je te dis, j'espère que tu vas pas me la passer. Et on présente quand même, on fait un speech qui s'appelle 2020, la fin d'un monde. Ouais. Ah non, mais on a été vraiment visionnaires là-dessus. Et 15 jours après, c'était le confinement. Ouais. Donc, entre-temps, j'étais repassée à Chamonix. J'avais aussi attrapé le Covid. J'espère que c'est pas moi. Non, je pense pas que c'est toi. J'ai pas mal de pistes pour savoir. Et effectivement, en fait, en mars 2020, on était à Londres. J'habitais Londres. Et on décide avec mon mari, et j'avais mon dernier fils qui était là. Mes deux autres enfants étaient loin. J'en avais un en Corée du Sud, bon endroit, et une autre en Amérique du Sud. Et on décide de venir se confiner à Chamonix. En fait, on voulait être en France parce qu'on savait qu'ils allaient fermer les frontières. Et puis en plus, ça ne se passait pas bien en Angleterre. Boris Johnson était à l'hôpital. Mais on n'avait pas d'appartement à Paris. On n'avait qu'un chalet à Chamonix. C'est bête. Zut. Donc, on vient à Chamonix. Arnaud travaillait pour Amazon à l'époque. Donc, il était en télétravail. Mon fils Thibaut était à l'université à UCL, mais il était aussi en télétravail, en distanciel. Et moi, à l'époque, je travaillais... alors, c'était assez intéressant. Je peux en parler parce que maintenant, c'est public. Donc, j'avais des missions sur des fonds d'investissement, et je travaillais aussi avec Amber Capital. Ah, je me souviens. Avec Joseph Oulgourian sur cette histoire de Lagardère. C'était fou. On voulait... j'avais été approchée pour faire partie du conseil de surveillance. Donc, ça m'avait bien occupée pendant le Covid. Et donc, voilà, on se confine à Chamonix. Et vraiment, on était partis pour y passer quelques semaines. Et donc, à la fin du confinement, je rencontre par hasard dans la montagne, alors qu'on était tous les deux en train de se balader, c'était pas très autorisé, Blaise Agresti, que je connaissais vaguement. Je l'avais rencontré à un dîner. Ah, c'est marrant, je pensais que tu le connaissais plus. Non, je le connaissais vaguement. Donc, ancien patron du PGHM, guide de haute montagne. Et donc, on se retrouve, on commence à discuter de façon informelle. Et donc, je lui dis, écoute, quand le confinement s'arrête, viens dîner à la maison. Viens dîner à la maison avec un autre guide de nos connaissances. Et lors de ce dîner, on commence à échanger sur ce qu'on faisait, etc. Et donc, je lui explique, et il me dit, mais moi, j'ai un business et je voudrais t'en parler.
Et donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Il m'a présenté son business, Mountain Pass, qu'il a créé en 2017. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Et j'ai décidé de m'associer avec lui. Et là, ça cartonne, donc c'est trop chouette. Et là, ça cartonne. Donc Mountain Pass, en fait, ça part d'une idée, d'un constat assez simple. C'est que on est dans un monde un petit peu compliqué, vraiment empreint d'incertitude, et devant lequel on est souvent désarmé. Moi, j'ai rencontré, et j'avais fait ce constat, en fait, j'ai rencontré de plus en plus de décideurs, de managers qui me disaient, mais comment je fais pour décider, comment je fais pour gérer mes équipes, alors que c'est dur, c'est incertain, il y a la crise. Et en fait, Blaise, il est parti d'un constat très simple, c'est que en haute montagne, l'incertitude, c'est la normalité. On est tout le temps dans un univers incertain, souvent adverse, et on doit prendre des décisions qui sont parfois vitales. Et c'est le cas des guides de haute montagne, c'est le cas des alpinistes, et c'est surtout le cas en fait du PGHM. Le PGHM, c'est le peloton de secours de gendarmerie de haute montagne, et en fait, c'est l'unité d'élite qui s'occupe des secours en montagne. Et donc, ils sont basés à Chamonix. Et donc, il a créé Mountain Pass. Au départ, il avait créé en fait un programme joint avec HEC, avec le MBA d'HEC sur la gestion de crise. Mais ça, il l'avait fait quand il était encore en gendarmerie. Il a quitté la gendarmerie et donc créé Mountain Pass. Et donc, vraiment, notre mission, c'est d'accompagner les organisations et les décideurs dans une transition vers un leadership qui soit plus adapté au monde d'aujourd'hui. Un leadership qui puisse faire face à l'incertitude, qui puisse s'adapter à l'incertitude. Et nous, on a vraiment cette conviction que pour faire face à l'incertitude, il faut être plus serein, il faut savoir mieux s'adapter et il faut savoir faire preuve d'esprit critique et être résilient. Et toutes ces qualités, on les observe en haute montagne, et ça a même été étudié par des universitaires. On a travaillé avec l'université de Wharton, on a aussi travaillé avec une chercheuse qui est basée dans une université en Suède, dont j'oublie tout le temps le nom, et qui a étudié, ils ont étudié les guides de haute montagne, ils ont étudié des unités, les organisations comme le PSGHM, qui sont en fait des unités qui évoluent dans des environnements extrêmes, et comment en fait ils arrivent à être efficaces, comment ils arrivent à décider, comment ils arrivent à faire corps, en dépit de tout ce qui bouge autour. Voilà. Et puis en dépit de crise, parce que c'est parfois, malheureusement, c'est pas seulement faire face à l'incertitude, c'est aussi prendre des coups. Ce sont des métiers dans lesquels qui souffrent de pertes. Il y a des accidents. Donc, comment tu restes mobilisé dans le long terme, comment tu surmontes ces crises, et comment tu apprends, tu restes une organisation apprenante. Et c'est absolument passionnant. C'est un sujet que je creuse avec Blaise et aux côtés de ces professionnels tous les jours. Et j'en apprends davantage chaque jour. Et oui. Mais l'analogie, elle est sans fin. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment un super exemple pour le leadership, effectivement. Alors, je suis désolée, je vois que le temps passe un peu. Donc, j'arrive sur mes dernières questions, parce que je sais qu'en plus, après, tu as pas mal de choses. Tu as une conférence juste après-midi. Donc, moi, ma question, c'était un peu, est-ce que tu pourrais nous partager le pire conseil qu'on ait pu te donner ? Le pire conseil qu'on ait pu me donner, rester chez Pipedrive, m'accrocher. Okay. Je ne vais pas dire qu'il me l'a donné. Si, c'est mon mari. Ah ouais ? Alors que j'ai envie de dire, avec LinkedIn, tu avais aussi... Non, il me disait, on va partir en vacances, accroche-toi. Et non, le ça, pire c'était conseil, pas... c'est ton mari. C'était pas un bon conseil. Le meilleur conseil, c'était mon fils. Non, il faut savoir lâcher prise. Et le renoncement en montagne, c'est très, très important. Même si on est près du sommet. J'ai eu la chance d'interviewer il n'y a pas très longtemps Sophie Lavaux, première alpiniste française à avoir vaincu les 14-8000. Et elle a renoncé, je crois que c'était le Shishapangma ou le Kanchenjunga, je ne sais plus, un des sommets. Elle a renoncé à 100 mètres du sommet. Ça lui a sauvé la vie. Ah ouais, j'avoue que c'est un bon exemple. Et c'est quoi, bon, tu nous as parlé plein de choses incroyables, mais c'est quoi la plus grande folie de ta vie ? La plus grande folie de ma vie, je l'ai pas encore faite. Ah ouais ? Ok, à venir alors, parfait. Et si si ta philosophie devait se tenir sur une affiche qu'on retrouve dans ton bureau, elle dirait quoi ? La chance sourit aux audacieux. Ouais, je crois que ça a guidé ma vie en fait, vraiment. Ouais. C'est pour ça que tu n'as jamais eu besoin de chercher un job d'ailleurs. Oui, c'est. Je d'y aller en fait. Et alors.
je suis souvent mon instinct. J'ai appris quand même à raisonner parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement instinctif. Mon mari est très rationnel. Et je pense qu'on a tous les deux en fait bénéficié l'un de l'autre. Mais je dois avoir encore un bon 2/3 d'instinctif. Mais ouais, en fait, on dit la chance sourit aux audacieux, ou les Anglais et les Américains, ils disent saute et le filet va apparaître. Et moi, je suis convaincue de ça. Ouais. Avec le parachute. Ouais. Ok, trop bien. Et dernière question, qui je pourrais inviter que tu admires, enfin qui je devrais inviter que tu admires, qui incarne bien justement cette vision un peu du yes we care, du leadership, qui fait rimer humanité et succès. Et quelle question je devrais lui poser ? C'est une bonne question. Alors, c'est dommage. Si ton podcast était en anglais, je te dirais Mike Gamson. Ouais. Non, tu devrais inviter Carole. Mais j'y ai pensé quand tu l'as dit. Ouais. Je me suis dit, tu devrais inviter Carole parce que Carole, en fait, on est très complémentaires. Alors elle, le grain de folie, elle a encore plus que moi, mais c'est une fille brillantissime et qui a une intelligence relationnelle, émotionnelle absolument remarquable. Et d'une créativité... voilà, c'est mon idole. Trop bien. Bon, écoute, je la contacterai de ta part. Alors, merci beaucoup. Merci pour tout, Laurence. Merci de m'avoir invité. C'était passionnant et bravo. Et vivement la suite, alors. Vivement la suite. Merci. Trop cool. Bon, si tu vois, c'est chouette. J'espère que c'est bien rentré dans la boîte. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.